Saviez-vous que l'âge d'or d'Hollywood, des années 1920 aux années 1950, ne se résumait pas seulement à des premières glamours et des stars éblouissantes? Certains étaient financiers, avec des stars escroquées de leurs royalties ou piégées dans des contrats injustes. D'autres allaient beaucoup plus loin. Des chagrins d'amour, des liaisons secrètes et des trahisons politiques choquantes, comme la liste noire. Les amis devenus ennemis, les illusions brisées, et la presse se repaissait de chaque scandale. Pourtant, ces récits révèlent à quel point la célébrité était véritablement fragile. Dans ce documentaire, nous parcourons 25 trahisons étonnantes qui prouvent que les lumières les plus brillantes projettent les ombres les plus sombres. Mary Pickford et la fin de l'harmonie de United Artists. Peu de figures dans le Hollywood des débuts ont brillé aussi intensément que Mary Pickford, la chérie de l'Amérique, qui a cofondé United Artists aux côtés de Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin et D.W. Griffith. Ce geste avant-gardiste a permis aux meilleurs créateurs de contrôler leur propre destin, du moins l'espéraient-ils. Pourtant, à la fin des années 1920, des fissures dans le partenariat ont commencé à apparaître. Chaque fondateur avait des visions artistiques distinctes et des problèmes personnels croissants. Le mariage autrefois idyllique de Pickford avec Douglas Fairbanks a vacillé, et avec lui, la stabilité du studio. La vie personnelle controversée de Chaplin attirait une attention négative, tandis que le style cinématographique de Griffith tombait en disgrâce. À mesure que les recettes au box-office diminuaient, les tensions financières et les désaccords créatifs transformaient cette alliance autrefois révolutionnaire en foyer de ressentiment. Pickford se sentait trahi par des partenaires qui semblaient plus absorbés par leur célébrité individuelle, ignorant les idéaux de collaboration qu'ils avaient défendus. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Pickford utilisait des accords en coulisses pour protéger ses propres productions, laissant les autres sous-financés. Chaplin, à son tour, l'accusait d'ingérence. Au début des années 1930, United Artists était en plein chaos, se soldant par des séparations amères. Bien qu'elle restât une légende, le rêve de Mary Pickford de liberté artistique se détériora en une mise en garde. À Hollywood, même les collaborations les plus audacieuses peuvent se briser lorsque la confiance s'érode en coulisses. L'épreuve de Judy Garland avec MGM. À seulement 13 ans, Judy Garland a signé un contrat avec Metro-Goldwyn-Mayer, destiné à devenir une superstar. À 16 ans, elle avait immortalisé Dorothy Gale dans Le Magicien d'Oz. Les spectateurs voyaient une adolescente aux yeux brillants, avec une voix angélique, mais derrière cette façade éclatante de MGM se cachait une réalité plus sombre. Réalité. Sous l'œil vigilant du directeur du studio, Louis B. Mayer, Garland recevait des pilules amaigrissantes pour contrôler son poids, ainsi que des stimulants pour suivre le rythme des tournages éprouvants. Ensuite, des somnifères la nuit. Le visage paternel de MGM masquait l'exploitation. Judy était essentiellement piégée dans un cycle de dépendance. Lorsqu'elle est devenue adulte, chaque tentative d'affirmer son indépendance était écrasée par les exigences implacables du studio. Les cadres la réprimandaient sur son apparence, menaçaient de la suspendre ou imposaient des heures de travail écrasantes. Les amitiés avec les costards se détérioraient souvent lorsque Garland, épuisée, manquait des appels ou tombait malade, alimentant les rumeurs selon lesquelles elle était difficile. En 1950, MGM l'a finalement abandonnée, après une série des effondrements. Pour Garland, cela ressemblait à une trahison ultime. Un studio qu'elle avait aidé à enrichir l'avait utilisé, puis jeté de côté. Bien qu'elle ait ensuite fait des retours dans des concerts et des films, les cicatrices de la trahison de MGM ont hanté Judy Garland pour le reste de sa vie. Le sabotage silencieux de Louis B. Mayer des stars d'Hollywood. Louis B. Mayer était le magnate le plus influent d'Hollywood pour de bonnes raisons. Il détenait un pouvoir absolu chez MGM en faisant le Tiffany des studios de cinéma. Pourtant, derrière son image paternelle, se cachait un maître des trahisons silencieuses. Mayer était connu pour monter les acteurs les uns contre les autres, alimentant des rivalités qui bénéficiaient au profit du studio. Les contrats étaient délibérément conçus pour enfermer les talents dans des accords à long terme, avec des augmentations de salaire minimes, et toute défiance entraînait une suspension ou une mise sur liste noire. Des légendes comme Greta Garbo, Jen Harlow et Clark Gable ont toutes rencontré des moments de tension avec Mayer. Certains ont vu leur salaire être réduit, d'autres ont constaté que leur contribution créative était ignorée. Les manipulations de Mayer allaient au-delà des finances. Il utilisait souvent des informations personnelles pour contrôler les stars, que ce soit en menaçant de révéler des secrets ou en les dénigrant publiquement dans la presse. Peut-être la plus grande trahison fut sa façade de sollicitude paternelle, tout en orchestrant des accords en coulisses. D'innombrables acteurs découvrirent que, alors qu'il les accueillait chaleureusement, Tiambokos Daingiar
en personne, il sabotait simultanément de meilleurs rôles, ou les plaçait dans des productions décevantes. À une époque où il y avait peu de protection légale pour les artistes, la politique de pouvoir de Mayer définissait un Hollywood où la loyauté était éphémère et le contrôle primait surtout. Bette Davis contre Jack Warner. Après une série de premiers rôles, Bette Davis a trouvé son rythme chez Warner Brothers, remportant des Oscars pour Dangerous et Jezebel. Mais son tempérament fougueux s'est heurté à plusieurs reprises au chef de studio Jack L. Warner. Davis se sentait étouffé par des scénarios stéréotypés qui sous-utilisaient son talent. En 1936, elle s'est rebellée, fuyant en Angleterre pour tourner un film sans l'approbation de Warner. Furieux, le studio l'a poursuivi en justice pour rupture de contrat. Davis a soutenu que Warner Brothers trahissait sa croissance artistique en lui attribuant des rôles médiocres, citant le contrat de 7 ans incontournable qui la tenait essentiellement en otage. Les tribunaux britanniques ont donné raison au studio, la forçant à revenir. Elle a repris le travail sous protestation, remarquant fameusement qu'elle avait risqué le suicide professionnel plutôt que de rester un bien de Warner. Bien qu'elle ait perdu la bataille juridique, l'attitude audacieuse de Davis a ébranlé le système des studios. Jack Warner, se sentant personnellement offensé, a riposté en contrôlant les scénarios que Davis recevait, la punissant parfois avec des rôles de moindre qualité. Rôle. Bien qu'elle ait connu de grands succès par la suite chez Warner Brothers, le mal était fait. Aux yeux de Davis, la trahison du studio envers son ambition et le refus de Warner de la libérer de conditions étouffantes sont restés un point de discorde pendant des années. Le départ de Joan Crawford de MGM. Joan Crawford, une star du box-office des années 1930, symbolisait le glamour de MGM à son apogée. Sous la tutelle de Louis B. Mayer, elle bénéficiait d'un flux presque constant de rôles principaux. Pourtant, à l'aube des années 40, son pouvoir de star déclina face à l'évolution des goûts du public et aux priorités changeantes du studio. Après quelques déceptions au box-office, Mayer a fameusement déclaré Crawford « poison du box-office », faisant écho à une phrase dommageable d'un article de presse de 1938. Se sentant humilié, Crawford a vu moins de scénarios de qualité lui parvenir. Des rumeurs laissaient entendre que le studio la mettait délibérément à l'écart pour faire place à de nouveaux visages. Dans un dernier coup, MGM a décidé de mettre fin mutuellement à son contrat en 1943, une formulation amicale qui dissimulait la douleur d'être mise de côté. Crawford le considérait comme une trahison personnelle. Elle avait consacré près de 2 décennies au studio, mais se trouvait éclipsée par des jeunes actrices qu'elle avait autrefois mentorées. Déterminée à leur prouver le contraire, Crawford signa avec Warner Brothers, se réinventant avec une performance oscarisée dans Mildred Pierce, 1945. Ce triomphe valida sa conviction que l'abandon par MGM n'était pas seulement une décision commerciale, mais une trahison profonde d'une icône qu'ils avaient contribué à créer. Le procès d'Olivia de Havilland contre Warner Brothers. À la fin des années 1930, Olivia de Havilland était une étoile montante, connue pour ses rôles dans Captain Blood, Les Aventures de Robin des Bois, et bien sûr, Autant en emporte le vent. Mais Warner Brothers l'a enfermée dans des rôles répétitifs de jeune ingénue douce, ignorant son éventail. Lorsqu'elle refusait d'accepter certains rôles, le studio la suspendait, puis prolongeait son contrat pour couvrir la période de suspension, une politique onéreuse connue sous le nom de prolongation de contrat par le studio. De Havilland se sentait acculée, une trahison de sa progression en tant qu'actrice sérieuse. En 1943, elle a poursuivi Warner Brothers en justice pour contester la légalité des prolongations de contrat au-delà des 7 années standards exigées par la loi du travail californienne. Le procès a traîné pendant plus d'1 année, des experts de l'industrie avertissant qu'il pourrait mettre fin à sa carrière. Mais, dans un arrêt historique, la Cour suprême de Californie a donné raison à de Havilland, invalidant la pratique du studio d'ajouter des périodes de suspension. Surnommée la décision de Havilland, cette victoire a libéré d'innombrables acteurs de contrats similaires de servitude. Bien que cela lui ait coûté du temps, de l'argent et du stress, le triomphe juridique de Havilland est l'une des trahisons les plus importantes de Hollywood, transformée en catalyseur de changement. La liste noire et les Dicks d'Hollywood. L'une des trahisons les plus notoires de l'histoire d'Hollywood n'était pas personnelle, c'était politique. Après la Seconde Guerre mondiale, la paranoïa de la guerre froide a augmenté, conduisant à la Commission des activités anti-américaines de la Chambre, UAC,
a enquêté sur la prétendue subversion communiste dans l'industrie cinématographique. À la fin de 1947, les Dicks d'Hollywood, un groupe de scénaristes et réalisateurs, refusèrent de témoigner sur leurs convictions politiques, invoquant les droits à la liberté d'expression. Ils furent rapidement accusés d'outrage au Congrès et condamnés à des peines de prison. Dans un geste que beaucoup ont considéré comme une trahison, les dirigeants de studios ont juré de ne pas employer les Hollywood 10 et ont exigé des serments de loyauté de la part de tout le personnel. D'autres créateurs se sont retrouvés sous suspicion. Les carrières se sont brusquement terminées alors que la peur envahissait Tinseltown, poussant des connaissances à donner des noms à UAC en échange de clémence. Des icônes comme Edward G. Robinson et Sterling Hayden ont coopéré, laissant leurs collègues sur la liste noire profondément trahis. La volonté des studios, des pairs et des amis de se retourner les uns contre les autres par opportunisme politique était stupéfiante. Les personnes qui collaboraient autrefois sans problème sur le plateau se regardaient maintenant avec méfiance. La liste noire a détruit des réputations et des moyens de subsistance. Beaucoup ne s'en sont jamais complètement remis. Cette trahison institutionnalisée a révélé la face la plus sombre de la structure de pouvoir d'Hollywood. Face à une panique idéologique, la loyauté est devenue rare et l'instinct de survie a régné en maître. Howard Hughes et le bouleversement de RKO. Lorsque le milliardaire excentrique Howard Hughes a pris le contrôle de RKO Pictures en 1948, beaucoup espéraient qu'il raviverait l'âge d'or du studio. Au lieu de cela, le style de gestion imprévisible de Hughes a conduit à une série d'annulations abruptes, de licenciements de dirigeants et de choix de production bizarres. Des films prometteurs furent mis de côté, et les employés faisaient face à une incertitude quotidienne. Hughes était connu pour micro-gérer chaque détail. Des costumes, au casting. Les scénarios qui lui déplaisaient disparaissaient du jour au lendemain. Il a effectivement saboté les finances de RKO, avec des reprises interminables et des exigences perfectionnistes. Des stars comme Jane Russell ou Robert Mitchum, censés être favorisés par lui, se retrouvaient soudain affectés à des projets discutables ou laissés inactifs pendant des mois. Le moral a encore baissé lorsque des rumeurs ont circulé selon lesquelles Hughes espionnait secrètement les employés, enregistrant les appels et suivant leur vie personnelle. Le personnel de longue date de RKO s'est senti trahi par un homme qui leur avait promis la liberté créative, mais qui a livré le chaos. Vers le milieu des années 1950, RKO perdait de l'argent à flot. Les employés déploraient que Hughes ait pris un studio autrefois respecté et les mis à genoux pour des caprices personnels. Pour beaucoup, la véritable désillusion fut que RKO est mort moins à cause des échecs au box-office que par les impulsions contrôlantes de son propriétaire imprévisible. Le chagrin de Rita Hayworth à propos d'Orson Welles. Rita Hayworth, la déesse de l'amour étincelante, a captivé le public dans Gilda, 1946, son rôle emblématique. Pendant ce temps, Orson Welles était le génie de la réalisation derrière Citizen Kane. Leur mariage éclair en 1943 ressemblait à une union de génie et de beauté. Pourtant, sous l'adoration du public, la tension montait. La dévotion implacable de Welles pour le cinéma expérimental entrait en conflit avec le statut plus traditionnel de star de Hayworth sous Columbia Pictures. Elle se sentait abandonnée, se plaignant que Welles m'a épousée pour mon image. Mais il n'était jamais là. Au moment où ils ont collaboré sur La Dame de Shanghai, des rumeurs circulaient selon lesquelles Welles avait contraint Hayworth à couper ses cheveux emblématiques et à les teindre en blond platine pour correspondre à sa vision. Un acte qu'elle considérait comme une trahison de son image soigneusement élaborée. La piètre performance du film au box-office a intensifié le ressentiment. Frustré par l'ingérence du studio, Welles s'est éloigné davantage vers d'autres projets et a laissé leur mariage en ruine. Plus tard, Hayworth a confié que le chagrin l'avait laissé se sentir seul et utilisé. Leur brève romance s'est terminée par un divorce en 1947, un symbole de la façon dont le génie créatif et le glamour des stars peuvent entrer en collision, laissant des débris émotionnels dans leur sillage. Les scandales matrimoniaux d'Errol Flynn. Errol Flynn, la vedette séduisante de Capitaine Blood et les aventures de Robin des Bois, semblait incarner à la perfection le bretteur insouciant à l'écran. Hors écran, il luttait avec des ennuis juridiques et des trahisons qui entachaient ses relations. La vie personnelle de Flynn était notoirement chaotique. Plusieurs mariages, affaires et accusations de viol sur mineurs ont conduit à des procès publics et à des commérages sans fin. Son premier mariage, avec l'actrice Lily Damita, s'est désintégré au milieu d'allégations d'infidélité. La deuxième épouse de Flynn, Nora Eddington, l'a soutenu malgré une publicité scandaleuse.
pour découvrir qu'il était secrètement impliqué avec une autre femme. Même la naissance des enfants n'a pas freiné sa bougeotte. Certains rapports prétendent que Flynn a falsifié des documents pour cacher ses escapades extra-conjugales, laissant les conjoints abasourdis et humiliés. Les trahisons personnelles de Flynn reflétaient les rôles qu'il jouait, un charmant voyou qui laissait des cœurs brisés dans son sillage. À la fin des années 1940, des problèmes financiers, une consommation excessive d'alcool et des gros titres dans les tabloïds ont torpillé ce qui aurait dû être une carrière triomphante. Pour beaucoup de ses ex-partenaires, les trahisons de Flynn n'étaient pas simplement une question d'infidélité. Elles symbolisaient un mépris total pour les promesses et la loyauté qu'il supposait accompagner le mariage avec une star d'Hollywood. Lana Turner et le fiasco Johnny Stompanato. Lana Turner, la blonde fatale des succès de la MGM comme le facteur sonne toujours deux fois, 1946, a enduré une trahison sensationnelle dans sa relation avec Johnny Stompanato, lié à la mafia. Il est entré dans sa vie en tant que prétendant charmant, mais bientôt son tempérament violent et ses liens avec le gangster Mickey Cohen ont émergé. Lorsque Turner a essayé de mettre fin à la relation, Stompanato a répondu par des menaces et de la violence. L'acte final est survenu en 1958. Une nuit fatidique, lors d'une violente dispute au domicile de Turner à Beverly Hills, la fille adolescente de Turner, Cheryl Crane, aurait poignardé Stompanato pour protéger sa mère. Les tabloïds l'ont décrit comme le plus sombre mélodrame d'Hollywood, la fille d'une star tuant son amant. Bien que Cheryl ait été jugée justifiée lors d'une enquête ultérieure, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Turner elle-même avait manié le couteau ou que le duo mère-fille avait conspiré pour couvrir un homicide intentionnel. La trahison s'est transformée en spectacle public. L'image impeccablement propre de Lana Turner a été brisée du jour au lendemain. Beaucoup croyaient que Turner se sentait trahi à la fois par le monde dangereux de Stompanato et par le tourbillon d'accusations par la suite. Bien qu'elle ait repris sa carrière, le scandale la hantait, symbolisant à quel point la façade glamour de Tinseltown pouvait rapidement se fissurer sous le poids de la violence réelle. La séparation tumultueuse de Lucille Ball et Desi Arnaz. Lucille Ball et Desi Arnaz sont devenus le premier couple puissant de la télévision, enchantant des millions de personnes chaque semaine dans I Love Lucy. Leur alchimie comique rayonnait hors écran, du moins au début. Mais le succès a apporté une pression incessante. Ils ont fondé Desilu Productions, jonglant avec des plannings de tournage chargés et des risques financiers. Les rumeurs sur les infidélités de Desi et sa consommation excessive d'alcool ont érodé la confiance de Lucy. Les tensions ont éclaté lorsque les tabloïds ont publié des photos scandaleuses, suggérant que la vie nocturne de Desi incluait des compagnes féminines. Lucy se sentait profondément trahie, surtout après avoir tant sacrifié pour préserver leur statut de star. Les confrontations dans les bureaux de Desilu devinrent habituelles. Les employés chuchotaient que Lucy avait une fois jeté des scripts de rage après avoir découvert de nouvelles rumeurs sur les indiscrétions de Desi. En 1960, ils ont divorcé, choquant les fans qui croyaient que les Ricardos étaient aussi réels que n'importe quelle famille. Bien que Lucy et Desi aient tenté une séparation à l'amiable, le chagrin persistait. Elle a dit un jour en confidence: « Il m'aimait, mais il aimait autre chose davantage. Peut-être la liberté, ou peut-être juste la poursuite. » Finalement, la chute du couple était une leçon sur le fait que les exigences incessantes du showbiz, ajoutées aux trahisons personnelles, peuvent défaire même les romances hollywoodiennes les plus emblématiques. La chute d'Ingrid Bergman à Hollywood. Née en Suède, Ingrid Bergman incarnait la pureté à l'écran dans des films comme Casablanca et Antise. Hors écran, cependant, elle a déclenché l'un des plus grands scandales d'Hollywood. En 1949, Bergman jouait dans Stromboli, réalisé par le néo-réaliste italien Roberto Rossellini. Leur liaison a été médiatisée comme une trahison morale envers le mari de Bergman, Peter Aaron Lindstrom, et l'image saine promue par les studios. Les spectateurs américains et les politiciens se sont sentis trompés. La vie personnelle de Bergman entrait violemment en conflit avec ses rôles de sainte. Le sénateur Edwin C. Johnson tonna contre elle au Sénat, la qualifiant de « une puissante influence du mal ». La trahison s'étendait à ses fans, qui avaient l'impression qu'on leur avait vendu une façade angélique pour découvrir ensuite une femme imparfaite derrière. Bannie d'Hollywood, Bergman s'est installée en Italie, donnant naissance à un enfant avec Rossellini. Elle est restée en exil pendant des années, perdant la garde de sa fille, Pia, au cours du processus. Bien qu'elle ait fait un retour triomphal avec Anastasia, remportant un Oscar, le scandale persista.
L'histoire de Bergman est un témoignage frappant de la rapidité avec laquelle Tinseltown pouvait étiqueter les choix personnels comme des trahisons profondes, dignes d'ostracisme. John Harlow et la mystérieuse tragédie de Paul Bern. John Harlow, la blonde platine originale, est devenue une star chez MGM sous le regard attentif du producteur Paul Bern, un cadre et scénariste occasionnel. Leur mariage en 1932 semblait destiné à être une union féerique de la royauté hollywoodienne. Seulement 2 mois plus tard, Bern a été retrouvé mort par balle à leur domicile. Une note énigmatique laissait entendre qu'il était accablé par son insuffisance sexuelle, alimentant de nombreuses rumeurs. Les hommes de confiance du studio ont envahi la scène avant l'arrivée de la police, supprimant des preuves compromettantes, possiblement l'implication d'une deuxième femme. Les théoriciens du complot ont supposé que l'ex-amante de Bern l'avait abattu, ou que Harlow elle-même avait joué un rôle plus sombre. Dans des communiqués de presse, MGM a tenté de présenter la mort de Bern comme un suicide tragique, insistant sur le fait que Harlow était une veuve innocente. Pourtant, en privé, certains pensaient que Harlow était forcé de garder des secrets pour protéger l'image du studio. Beaucoup ressentaient que Harlow avait été trahi par le système censé la protéger. L'actrice se dépêcha de retourner au travail. Le scandale éclipsa son chagrin. Elle mourut d'une insuffisance rénale seulement 5 ans plus tard, à 26 ans. Le mystère Bern reste non résolu, un témoignage tragique de la volonté d'Hollywood de sacrifier la vérité pour sauver la réputation d'une star lucrative et ses propres intérêts. Clark Gable et les dissimulations secrètes du studio. Clark Gable, immortalisé à jamais comme Red Butler, était le roi d'Hollywood de MGM. Pourtant, derrière cette façade élégante se cachaient des dissimulations présumées que certains considéraient comme des trahisons de confiance. Les potins du studio prétendaient que les relations de Gable étaient étouffées par les régleurs de MGM, qui payaient des reporters ou des potentiels semeurs de scandales. L'une des rumeurs les plus persistantes suggérait que Gable avait percuté et tué un piéton en conduisant sous influence, pour ensuite faire taire l'incident avec de l'argent du studio. Bien que jamais prouvées, ces allégations ajoutaient une couche de noirceur à son image autrement dorée. De nombreux collègues, qui soupçonnèrent la vérité, estimaient que le système des studios trompait le public. Gable lui-même commentait rarement les controverses personnelles, se concentrant sur sa carrière réussie. Mais certains de ses proches pensaient qu'il ressentait de la culpabilité à propos de tels incidents, voyant la machine protectrice du studio comme une arme à double tranchant. Elle a sauvé sa carrière, mais l'a également privé de faire face ouvertement ou de réparer ses erreurs. Que ce soit mythe ou réalité, ces histoires nous rappellent que la royauté de Tinseltown avait parfois des fantômes cachés dans l'ombre, dissimulés par de puissantes loyautés de studio. Orson Welles contre RKO. Orson Welles, célébré pour Citizen Kane à seulement 25 ans, semblait inarrêtable. Puis, il s'est heurté à RKO au sujet des dépassements de budget et du style radical de ses projets suivants, y compris The Magnificent Ambersons, 1942. Alors que Welles était absent pour une autre mission, RKO a tristement remonté Ambersons sans son consentement, coupant près d'1 heure et ajoutant une fin plus optimiste. Welles considérait cela comme la trahison ultime de sa vision créative par le studio. Pour ajouter l'insulte à l'injure, les dirigeants de RKO ont publiquement blâmé les excentricités de Welles pour le fiasco. L'effondrement a détruit toute confiance entre le réalisateur prodige et le système des studios. Le film a fait un flop, ternissant le palmarès de Welles. RKO l'a bientôt licencié, mettant en suspens ou modifiant d'autres idées qu'il avait proposées. Welles n'a jamais pardonné cette trahison. Pendant des décennies, il s'est plaint que les séquences manquantes des Ambersons étaient la plus grande tragédie de sa carrière. Les historiens s'accordent à dire que si le film avait été laissé intact, il aurait pu rivaliser avec Citizen Kane en tant que chef-d'œuvre. Au lieu de cela, il reste l'un des exemples les plus tristes d'Hollywood de sabotage créatif, un témoignage durable de la rapidité avec laquelle un studio pouvait se retourner contre un génie autrefois acclamé. Tyrone Power et les promesses non tenues du studio. Tyrone Power était le séducteur de cape et d'épée de la 20th Century Fox, dans des succès comme Le Signe de Zorro et Arène sanglante. Derrière cette image séduisante, cependant, Power se sentait piégé. Fox lui promettait sans cesse des rôles complexes et dramatiques, mais ne le distribuait que dans des films d'aventure romantiques similaires. Désireux d'évoluer en tant qu'acteur, Power a demandé des rôles plus variés, mais a fait face aux pressions habituelles du studio. Obéir ou risquer la suspension.
La Seconde Guerre mondiale offrit une brève échappatoire. Power s'engagea dans les Marines, servant comme pilote de transport. À son retour, il s'attendait à ce que le studio pour récompenser son service et son ancienneté. Au lieu de cela, Fox l'a enfermé dans le même genre de cape et d'épée. Pire, ils l'ont prétendument poussé à signer des contrats à long terme, qui le payaient moins que les nouvelles stars. Des amis disent que Power s'est senti trahi par les dirigeants qui le voyaient comme un générateur de revenus, plutôt que comme un acteur sérieux. Épuisé par le typecasting, il a finalement cherché des rôles en dehors de Fox, notamment dans Nightmare Alley, un film noir qui a démontré son éventail. Mais la réticence du studio à soutenir pleinement de tels efforts a limité son succès. La frustration de Power souligne comment les grands studios trahissaient souvent leurs propres talents vedettes en refusant de les laisser évoluer. La machine a divorcé d'Hollywood. Ava Gardner et Frank Sinatra. La romance torride d'Ava Gardner et Frank Sinatra faisait la une des journaux au début des années 1950. Leur mariage, après que Sinatra ait quitté sa première épouse Nancy, est devenu un symbole de passion et de chagrin. Pourtant, derrière le glamour se cachaient des trahisons répétées. La carrière de Sinatra a plongé quand l'indignation du public l'a qualifié de goujat, tandis que la popularité de Gardner montait en flèche chez MGM. La volatilité émotionnelle définissait leur relation. Disputes, réconciliations et rumeurs d'infidélité des deux côtés. Sinatra était jaloux des costards de Gardner. Elle trouvait ses sautes d'humeur et ses aventures supposées insupportables. Les studios exploitaient leur drame conjugal pour la publicité, mais faisaient peu pour résoudre les véritables crises du couple. Les initiés chuchotaient que Sinatra avait découvert que Gardner avait eu une brève aventure avec un acteur européen pendant un tournage à l'étranger, ce qui a conduit à une confrontation furieuse. En 1957, le couple divorça, chacun se sentant trahi par l'autre et par une industrie qui se délectait de leur désordre pour faire les gros titres. Ironiquement, la carrière cinématographique de Sinatra a été relancée avec Tant qu'il y aura des hommes, lui valant un Oscar. Gardner a quitté les États-Unis en quête de paix. Leur union tumultueuse demeure un témoignage de la manière dont les projecteurs implacables d'Hollywood peuvent rendre un chagrin d'amour douloureusement public et extrêmement lucratif pour tout le monde, sauf le couple concerné. L'exploitation des enfants stars, Shirley Temple et d'autres. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, les studios ont découvert le filon des enfants stars comme Shirley Temple, Judy Garland, qui ont commencé jeunes, et Mickey Rooney. La trahison ici était moins personnelle, plus systémique. Les acteurs enfants travaillaient souvent jusqu'à l'épuisement, recevant une éducation douteuse et des redevances minimales. Alors que Temple dansait et chantait dans ses succès de l'ère de la dépression, 20th Century Fox capitalisait sur son image adorable pour engranger des bénéfices. Pourtant, en coulisses, la mère de Temple, comme tant de mères de scène, devait négocier avec des cadres de studio obsédés par le contrôle de chaque aspect de la vie de Shirley. Temple a une fois raconté des auditions éprouvantes où des hommes adultes faisaient des remarques insensibles ou exerçaient une pression indue sur elle. Performance. Beaucoup de jeunes stars se souvenaient de s'être sentis comme des marchandises, privés des expériences normales de l'enfance. La véritable trahison survenait lorsque ces enfants perdaient leur aspect mignon. Les studios les abandonnaient fréquemment, provoquant des répercussions émotionnelles et financières. Shirley Temple a navigué la transition en prenant sa retraite à 22 ans. D'autres, cependant, ont sombré dans la dépression ou la dépendance. C'est un rappel que l'avidité pour de nouveaux talents à l'âge d'or a souvent trahi les plus jeunes d'entre eux, rejetant les enfants stars une fois leur nouveauté dissipée. La rivalité entre sœurs de Joan Fontaine et Olivia de Havilland. Les rivalités entre frères et sœurs peuvent être intenses, mais peu égalent la querelle de toute une vie entre les sœurs Joan Fontaine et Olivia de Havilland, toutes deux actrices acclamées. Dès l'enfance, elles rivalisaient pour l'affection parentale. La tension s'est intensifiée lorsque toutes deux ont poursuivi des carrières à Hollywood. En 1941, Olivia s'est illustrée dans Autant en emporte le vent, tandis que Joan a décroché un Oscar pour Soupçon. Certaines versions disent qu'Olivia était furieuse que sa sœur cadette ait remporté un Oscar en premier. La trahison mutuelle s'est intensifiée à cause de supposés affronts lors des cérémonies de remise de prix et de vexations perçues lors d'interviews. À la mort de leur mère, des conflits sur l'organisation des funérailles et l'héritage sont devenus publics. Une brouille de plusieurs décennies a suivi, chaque sœur refusant de se réconcilier. Les fans d'Hollywood étaient choqués que deux étoiles célébrées nourrissent des rancunes pendant si longtemps.
Beaucoup pensent que la cause principale était la jalousie. Joan se sentait éclipsé par le succès d'Olivia dans les films de grands studios, tandis qu'Olivia ressentait du ressentiment envers les premiers succès de Joan. Ils n'ont jamais vraiment réparé les liens, même jusqu'à un âge avancé. Leur histoire est un exemple frappant de la façon dont la rivalité personnelle, surtout entre membres de la famille, peut éclipser les accomplissements. La querelle des sœurs reste l'une des trahisons privées les plus déchirantes d'Hollywood, rendue douloureusement publique. Greta Garbo est le double standard de MGM. Greta Garbo est devenue une icône internationale avec son mystère distant et ses prestations lumineuses. Signée à la MGM à la fin des années 1920, elle a joué des héroïnes tragiques aux femmes fatales sophistiquées. Pourtant, à la fin des années 1930, alors que Garbo cherchait l'indépendance personnelle, la position du studio sur sa vie privée devint tendue. Les dirigeants voulaient exploiter son mystère Garbo, tandis qu'elle aspirait à une véritable solitude. Lorsqu'elle exprimait le désir d'avoir moins de rôles ou plus d'influence créative, MGM répondait par un double standard. Des stars masculines comme Clark Gable avaient la latitude de choisir leur projet, mais on s'attendait à ce que Garbo reste fiable. Après l'échec de son film Two-Faced Woman en 1941, le studio n'offrit que des scénarios médiocres, la pressant de faire de la publicité qu'elle méprisait. Se sentant trahi par les promesses de liberté artistique, Garbo se retira brusquement à l'âge de 35 ans. Pas d'adieu, pas de dernier salut. Les fans n'ont jamais obtenu de clôture. Une star qui autrefois définissait la magie cinématographique a simplement disparu, en partie parce qu'elle sentait que MGM ne respectait plus son art ou son autonomie. Pour les loyalistes de Garbo, la trahison du studio était de laisser échapper un talent unique, sacrifié aux décisions commerciales et aux préjugés sexistes sur la place des femmes à Hollywood. Le différend salarial de Autant en emporte le vent, Vivien Leigh et d'autres. Autant en emporte le vent, 1939, pourrait être le film le plus célèbre de l'âge d'or, mais derrière sa romance épique se cachent des trahisons financières. L'actrice principale, Vivien Leigh, jouant Scarlett O'Hara, a reçu un salaire respectable, mais loin de celui de Clark Gable, qui a gagné une somme bien plus importante, plus des avantages. Alors que Gable était déjà une superstar, la charge de travail monumentale de Leigh, qui apparaissait dans presque chaque scène, rendait la disparité choquante. D'autres tensions émergèrent parmi les acteurs secondaires, comme Olivia de Havilland, Melanie Hamilton et Leslie Howard, Ashley Wilkes, qui se sentaient éclipsés par le marketing centré sur Gable. Le producteur David O. Selznick gérait chaque détail de manière minutieuse, exigeant d'innombrables reprises. Certains membres du casting se plaignaient discrètement du paiement des heures supplémentaires retenues ou des primes promises, puis retirées. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Leigh était furieuse que le studio ait minimisé ses demandes de repos et d'une meilleure rémunération, la laissant épuisée. Pourtant, Selznick valorisait le pouvoir de star de Gable par-dessus tout, consacrant la plupart des ressources pour le garder satisfait. Pour ceux qui ont enduré le tournage épique, le produit final a éclipsé leur frustration personnelle. Mais le traitement inégal reste l'un des exemples emblématiques à Hollywood de la manière dont même les succès records peuvent naître de conflits d'ego et de trahisons perçues. La brouille entre John Gilbert et Louis B. Mayer, icône du cinéma muet. John Gilbert a prospéré chez MGM, vénéré pour ses rôles passionnés aux côtés de Greta Garbo. Mais le passage au cinéma parlant s'est avéré difficile. Selon la légende, le chef de studio Louis B. Mayer n'aimait pas personnellement Gilbert et s'est donné pour mission de saboter la carrière de ce dernier dans les films parlants. Des rumeurs disaient que Mayer avait délibérément assigné des techniciens du son incompétents au premier film parlant de Gilbert, déformant ainsi sa voix connue pour être ingénieusement aiguë. Une confrontation célèbre a vu Gilbert et Mayer échanger des insultes acerbes. Mayer aurait porté un coup bas en se moquant des échecs romantiques de Gilbert. Gilbert a riposté physiquement. À partir de ce moment-là, le dirigeant semblait déterminé à enterrer la star. Malgré les meilleurs efforts de Gilbert, une série de films sonores mal produits a échoué, ce qui a terni davantage son image. Certains historiens débattent pour savoir si Mayer s'est vraiment mêlé de l'affaire ou si la voix de Gilbert ne convenait tout simplement pas au film parlant. Quoi qu'il en soit, Gilbert s'est senti profondément trahi. Une star de MGM déchue par le système même qu'il avait une fois glorifié. Il est tombé dans la dépression et l'alcoolisme, mourant en 1936 à l'âge de 38 ans. Sa chute reste un avertissement sur la rapidité avec laquelle Hollywood peut se retourner contre les siens lorsque les vendettas personnels l'emportent sur le talent.
La séparation controversée de Paulette Goddard avec Chaplin. L'actrice Paulette Goddard est entrée dans la vie de Charlie Chaplin au début des années 1930, bien que les détails restent flous quant à savoir s'ils se sont officiellement mariés. Ils se présentaient publiquement comme mari et femme. Goddard a joué dans les temps modernes et le dictateur de Chaplin, démontrant un charme comique. Mais derrière la caméra, les tensions éclataient. La nature autoritaire de Chaplin, tant sur le plan professionnel que personnel, laissait Goddard se sentir éclipsé. Les rumeurs dans l'industrie affirmaient que Chaplin avait promis de promouvoir la carrière de Goddard, mais il tenait rarement parole. Lorsque les deux se sont séparés en 1942, Goddard a découvert que bon nombre de ses contrats de films étaient liés aux finances de Chaplin, compliquant son avenir. Elle se sentait également qu'il ne lui accordait pas le crédit qui lui était dû pour ses contributions créatives à l'étang moderne. Chaplin, quant à lui, croyait qu'elle avait utilisé sa célébrité pour obtenir des rôles. Leur séparation fut acrimonieuse, culminant en des procès concernant les biens, et la question de savoir s'ils avaient jamais été véritablement mariés. Les observateurs d'Hollywood ont vu cela comme une autre instance de la difficulté supposée de Chaplin dans les relations. En fin de compte, Goddard a prouvé qu'elle pouvait s'épanouir seule, obtenant une nomination aux Oscars pour le film So Proudly We Hail. Pourtant, son plus grand chagrin était le sentiment que la promesse de Chaplin de cultiver son talent avait été une promesse creuse. Le froid entre Marlène Dietrich et son exil de Paramount. Marlène Dietrich, l'exportation allemande envoûtante qui a captivé les spectateurs dans Morocco et Shanghai Express, était autrefois le joyau de Paramount. Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'intérêt de Paramount pour elle déclinait. Des rumeurs circulaient selon lesquelles les dirigeants doutaient que le public américain lui pardonnerait ses origines allemandes, malgré ses déclarations anti-nazies. Il réduisait ses rôles, renégociait son contrat à des conditions moins favorables et refusait de donner le feu vert au projet qu'elle défendait. Dietrich se sentait prise de court. Elle avait travaillé sans relâche lors des tournées de l'USO, risquant sa vie pour divertir les troupes alliées et enregistrer des émissions de propagande contre le Troisième Reich. Pourtant, le studio qui avait bénéficié de sa renommée semblait maintenant la considérer comme un fardeau. Elle a finalement quitté Paramount, se frayant un nouveau chemin avec des spectacles sur scène et des apparitions occasionnelles dans d'autres films. Certains ont qualifié cela de trahison d'entreprise, motivée par l'évolution des sentiments d'après-guerre et les calculs de profit. Dietrich a continué, devenant une icône culturelle jusque dans les années 1950 et au-delà. Mais le fossé soulignait la dure réalité d'Hollywood. Dès que votre image ne correspond plus aux besoins marketing d'un studio, vous êtes mis de côté, peu importe votre loyauté ou votre valeur passée. Du rêve brisé de Mary Pickford sur l'unité d'United Artists à la sortie sans cérémonie de Marlène Dietrich. De Paramount, ces 25 trahisons dressent un portrait saisissant d'une industrie fondée sur des alliances fragiles, des égos immenses et l'omniprésente soif de profit. Les studios promettaient gloire et fortune, mais exigeaient souvent une loyauté sans faille, punissant ceux qui osaient chercher à prendre le contrôle de leur propre destin. Les acteurs, eux aussi, créaient ou rompaient des liens pour un gain personnel. Aucune star n'était à l'abri de l'attrait de l'instinct de survie ou de la douleur de la déception. La trahison ne résultait pas toujours de la malveillance. Parfois, elle découlait d'attentes non alignées, du poids des obligations contractuelles, ou de la pression écrasante de rester rentable dans un marché en constante évolution. Cependant, les résultats pouvaient être dévastateurs. Carrières en ruine, amitiés transformées en inimitié, familles déchirées. Dans ces histoires, nous voyons comment les illusions à l'écran contrastaient fortement avec le véritable drame en coulisses. Un directeur de studio qui souriait en public pouvait être la même personne qui manipulait ou abandonnait une star, une fois que les recettes au box-office diminuaient. Une icône bien-aimée pourrait trahir un partenaire pour une aventure éphémère, seulement pour découvrir que les tabloïds dévorent leurs tourments privés. Et pourtant, Hollywood persista, se réinventant film après film, décennie après décennie. De ces trahisons sont nées de nouvelles formes de liberté artistique, des victoires juridiques pour les artistes et des surprises. Retour en scène. En tant que public, nous bénéficions de la magie captivante de l'ancien Hollywood, même si nous reconnaissons la turbulence sous son aspect brillant, à façade. Aujourd'hui, ces histoires servent de rappel. Derrière chaque gros plan glamour ou discours de remise de prix, triomphant, il peut y avoir un récit d'ambition, de compromis, et parfois de trahison.
L'âge d'or peut être terminé. Mais ces trahisons persistent, gravées dans la légende d'Hollywood.